Bonjour à tous. Continuer dans le cours d'électromagnétisme à proprement parler, je voudrais ouvrir une parenthèse pour faire quelques rappels mathématiques d'analyse vectorielle. Donc, j'ai voulu commencer ce cours d'électromagnétisme par de l'électromagnétisme, donc discuter de choses physiques. On est parti d'observations expérimentales, on a fait un point théorique avec les équations de Maxwell. Et justement, c'est dans les équations de Maxwell qu'on a vu se manifester différents opérateurs d'analyse vectorielle. Et le point de départ de ce cours d'électromagnétisme, c'est les équations de Maxwell. Donc si on n'est pas capable de les exploiter à fond et de tirer toutes les conséquences et explorer toutes les propriétés, eh bien on va manquer de physique à la fin. Donc c'est ce qui motive ce cours, cette petite parenthèse de rappel mathématique d'analyse vectorielle. Donc je vais rappeler quelques définitions mathématiques et je vais introduire de façon mathématique et propre les opérateurs et donner quelques propriétés mathématiques. Alors ce n'est pas un cours de mathématiques et je ne suis pas professeur de mathématiques, donc je l'oriente vraiment pour le physicien. Et d'ailleurs, quand je pourrai, j'essaierai de donner quelques exemples de physique où les propriétés mathématiques se manifestent par des propriétés physiques. Donc, tout d'abord, parlons de circulation et flux d'un champ vectoriel. Alors, on en a parlé déjà dans ce cours, vous en avez parlé l'an dernier. Il est important de savoir orienter un arc, un contour, une surface. Donc tout d'abord, le plus simple, un arc. Donc orienter un arc, c'est choisir un sens de déplacement d'un point courant M sur cet arc. Donc on signifie le choix de cette orientation à l'aide d'une flèche. Donc un arc, simplement dessiné ici, je vais définir entre deux points A et B, un arc. Et si je prends un point M qui court entre A et B, j'ai choisi l'orientation de l'arc, que j'oriente par une flèche. Si j'avais choisi le sens de B à A, j'aurais mis la flèche dans l'autre sens, et j'aurais choisi une autre orientation. Donc là, je viens d'orienter l'arc AB. Je marque gamma AB. Notez que cet arc n'est pas fermé puisque les points A et B sont différents. Donc justement, lorsque l'arc est fermé sur lui-même, il forme un contour fermé. Son orientation consiste à choisir un sens sur le contour au moyen d'une flèche. Donc, je vais redessiner une autre surface. Cette fois-ci, alors elle a je réessaye, un peu patatoïde, hein. Pas forcément circulaire. C'est juste que je suis parti d'un point et j'ai fait le tour. Donc il s'agit d'un contour fermé. Et donc, de même, je peux mettre une flèche sur ce contour fermé qui choisit donc l'orientation. Orienter une surface, c'est choisir un sens pour la normale n en tout point de la surface. Donc c'est la règle de la main droite. J'en ai déjà parlé dans le cours d'électromagnétisme. Vous en avez déjà parlé, je pense, avec le théorème d'Ampère l'an passé. Si vous orientez la surface, le contour dans ce sens-là, imaginez que vous mettez votre main droite le long de la flèche autour du contour avec les doigts qui englobent ce contour. Il y a le pouce qui ressort vers le haut suivant ce sens-là. Donc la surface ici
qui est défini en fait, qui est délimité par le contour que j'ai commencé à dessiner, on arrive à définir une surface, et lorsqu'on oriente le contour fermé, eh bien, on oriente la surface. Ça va ensemble. Lorsque le contour sur lequel s'appuie la surface est déjà orienté, on oriente la surface par application de la règle de la main droite, donc ça j'ai dit. Enfin, par convention, l'orientation de la surface fermée, qui délimite un volume, est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, je dessine rapidement un volume V. La surface fermée qui délimite ce volume, je note S. Je peux définir une surface élémentaire de ce volume. Et donc, par convention, l'orientation de la surface fermée est vers l'extérieur. ds. Et cette convention est respectée lorsque vous appliquez le théorème de Gauss, par exemple. Ensuite, une fois qu'on a parlé d'orientation, c'est puisque on veut souvent calculer, alors pour un contour, une circulation de vecteurs. Donc en physique, un champ vectoriel quelconque A peut être multiplié scalairement par un déplacement élémentaire, DOM. La nouvelle quantité ainsi formée a une signification physique importante. On peut penser au travail d'une force en mécanique, par exemple. Donc la circulation en physique est définie comme vous avez dans l'encadré ici, avec une intégrale le long du chemin orienté. Donc si on reprend l'exemple au-dessus qui va de A à B, l'intégrale suit le même parcours. Donc le DOM, le vecteur de déplacement élémentaire, est suivant le sens de parcours. Je reprends donc l'exemple au-dessus de ce contour, de cet arc, pardon, gamma AB. En un point M, ici, je peux dessiner un vecteur DOM, qui est un vecteur de déplacement élémentaire, qui est donc tangent au contour, à l'arc, pardon. Et en ce point M, il y a un champ il y a partout un champ vectoriel qui est défini en particulier au point M, à l'instant T, et qui est comme cela. Donc, en mécanique, par exemple, ça pourrait être une force qui s'exerce sur un objet situé au point M, et dans ce cas-là, cette circulation, en fait, c'est directement le travail de la force. Bon, en électromagnétisme, ça fait très fort penser au théorème d'Ampère, et qui s'applique, lui, à un contour fermé. Et lorsque le contour est fermé, l'intégrale contient un cercle, ici, pour dire que le contour est fermé. Ok. Donc, l'équivalent de la circulation, mais pour une surface, c'est le flux. Donc en physique, un champ vectoriel quelconque A peut être multiplié scalairement par une surface élémentaire ds. La nouvelle quantité ainsi formée a une signification physique importante. On peut penser par exemple au courant électrique, lorsqu'on considère un champ de densité volumique de courant, ou bien on peut penser en mécanique des fluides, au flux. On a déjà parlé
de flux de champs électriques ou magnétiques. Donc, dans tous les domaines de physique, on parle de flux. Par définition, le flux d'un champ vectoriel, et la définition est rappelée dans l'encadré ici. Et je peux reprendre l'exemple avec la surface quelconque, orientée, un point M ici, où je vais définir du coup un vecteur surface élémentaire, alors, dont la norme représente l'aire de la petite surface élémentaire dessinée ici. De même, il y a un champ de vecteur qui est défini en particulier au point M. Voilà. Donc, en électricité, ça pourrait être le vecteur densité de courant. Et on définirait ainsi le courant électrique qui parcourt un conducteur, par exemple. Si la surface est fermée, donc c'est le cas lorsque on parle d'une surface qui recouvre un volume sans trou. On note l'intégrale double avec un cercle ici qui rappelle le côté fermé. Donc voilà les définitions de flux, de circulation, et puis on a rappelé également l'orientation d'un contour qui, lorsqu'il est fermé, définit également, qui impose en fait l'orientation de la surface qui est définie par le contour. Ensuite, le point important pour l'électromagnétisme, comme je disais, ce sont les opérateurs d'analyse vectorielle, donc qui apparaissent dans les équations de Maxwell, entre autres. On va commencer par l'opérateur gradient. Et vous avez la définition mathématique pour un gradient en 3 dimensions. Donc lorsqu'il y a deux points M et M' infiniment voisins, tels que le déplacement élémentaire de M vers M' est noté DOM, qui est égal à MM', le champ scalaire V varie de façon infinitésimale de V en M à V à M', c'est-à-dire dV égale la différence Vm' moins Vm au même instant t. Et le gradient, le vecteur gradient V, qui est gradient du champ V en M et T, est défini par la relation ci-dessous, donc dans l'encadré ici, avec le produit scalaire dV égale le produit scalaire gradient de V scalaire DOM. Quelques propriétés de ce gradient. Le vecteur gradient M est dirigé vers les V croissants. Donc ça, c'est dans le vocabulaire courant, lorsqu'on dit il y a un fort gradient sur une route, c'est parce que la route monte. Donc en fait, c'est un gradient en altitude, qui est donc un fort gradient vers les hautes altitudes. Dans une zone où V est uniforme, le vecteur gradient est nul. Donc pour reprendre l'exemple de fort gradient sur la route, s'il n'y a pas de gradient, c'est que la route est plate. Et enfin, le vecteur gradient est perpendiculaire aux surfaces d'égale valeur de V. Alors, ce qui est utile pour le cas pratique et dans tous les exemples d'opérateurs d'analyse vectorielle, il va falloir connaître par cœur les expressions en coordonnées cartésiennes, donc les coordonnées x, y, z, ou donc dans la base ux, uy, uz, où ces trois vecteurs sont des vecteurs unitaires et orthogonaux, c'est une base directe, quoi.
Donc le gradient est défini simplement avec ses dérivées partielles suivant les trois vecteurs de la base. Ça, c'est en coordonnées cartésiennes. En coordonnées... ah oui, non, ce que je voulais dire là, c'était juste de donner l'exemple de la route, en fait. Donc, je sais pas, je prends X, ici, Z, et donc pour que la base soit directe, je prends Y qui s'enfonce. Vous imaginez que c'est une route qui monte. Mathématiquement, il s'agit d'une droite d'équation. Alors la hauteur qui dépend, alors a priori de X ou Y. Une droite d'équation AX où A est la pente. Et donc lorsque vous injectez, si je calcule le gradient de H, qui dépend a priori de X et Y, eh bien, j'ai simplement une dépendance en X, suivant UX d'ailleurs, et donc le gradient s'écrit une constante suivant UX. A, c'est la pente de cette droite, et donc c'est également la norme de ce gradient. Donc la pente et le gradient sont sensiblement la même chose, seulement le gradient est vectoriel et la pente est un scalaire. C'est pour cela, quand je vous parlais de fort gradient, vous pouvez avoir cette idée de pente, en fait, une forte variation spatiale ou non. Alors, il n'y a pas que les systèmes de coordonnées cartésiennes, il y a également cylindrique et sphérique. Alors cette fois-ci, si jamais en exercice, vous aviez besoin de travailler dans ce système de coordonnées, les expressions de gradient en cylindrique et en sphérique seraient rappelées. Et donc vous avez ce document de référence de toute façon si jamais elles ne sont pas rappelées en TD. Les expressions un petit peu plus compliquées. Et donc en coordonnées cylindriques, on travaille dans la base UR, Uθ, UZ. Et en coordonnées sphériques, il y a UR, Uθ, Uφ. Donc des expressions un petit peu plus compliquées. Après le gradient, il y a l'opérateur divergence. Donc, similairement au gradient, je vais donner une définition mathématique propre et ensuite aller vers son interprétation. Donc, par définition, on considère le volume élémentaire d'étau où il y a un champ vectoriel A et on note delta phi, le flux de A sortant du volume d'étau. Et on définit la divergence au point M et au temps T, divergence de A, par l'expression delta phi égale divergence de A d'étau. Alors, pour interpréter cela, on peut dire que la divergence de A est donc le flux de A par unité de volume. C'est un scalaire. Alors, juste, vous pouvez reprendre ce dessin pour l'illustration. Et donc je dessine en 3D. Je dessine donc quelques lignes de champ du champ vectoriel A
qui traverse ce volume élémentaire d'étau, et le point M appartient à ce volume élémentaire. Et donc, c'est peut-être un peu abstrait, mais avec cette définition mathématique delta phi, un flux du coup élémentaire, et d'étau, l'unité de volume, la divergence de A peut être interprétée comme un flux de A par unité de volume. C'est un scalaire. Et donc, pour faire le lien justement avec un flux qui est peut-être un peu plus palpable, puisque quand on parle de flux, souvent on parle de flux d'un vecteur à travers une surface et non pas à travers un volume. Il y a le théorème de Green-Ostrogradsky, ou alors on appelle ça aussi le théorème de Green ou le théorème d'Ostrogradsky, qui fait le lien entre divergence, qui est un flux par unité de volume, et un flux par unité de surface. En fait, il s'agit du flux à travers la surface qui englobe le volume, le volume macroscopique. Donc, il s'agit en fait d'une intégration sur un volume macroscopique V quelconque, entouré par une surface fermée S, Vs. Et en fait, le volume élémentaire que je dessinais tout à l'heure, on pourrait l'imaginer là. Donc on intègre sur le volume macroscopique. En un point M, ici, il y a un vecteur surface élémentaire, le point M, et donc un champ vectoriel A qui traverse ce volume macroscopique. Et le théorème de Green-Ostrogradsky nous permet de dire, alors je ne le démontre pas, hein, mais ça se démontre mathématiquement, que l'intégrale sur le volume macroscopique de la divergence de A est égale au flux de A sur la surface qui englobe le volume macroscopique. Et là, c'est tout de suite un peu plus palpable, je dirais, puisque cette intégrale sur la surface fermée, on l'interprète très facilement en disant que c'est le flux de A sortant à travers cette surface fermée. Donc là, ça fait très fort penser, avec vos connaissances en électrostatique, au théorème de Gauss. Le flux de champ électrique à travers une surface fermée est égal à la charge à l'intérieur de cette surface fermée sur epsilon 0. Et d'ailleurs, c'est ce théorème que l'on a utilisé lorsqu'on a intégré l'équation de Maxwell-Gauss pour retrouver la forme intégrale. Donc, comme l'opérateur gradient, il y a l'expression de divergence en coordonnées cartésiennes qui est à connaître par cœur. Divergence de A est égale à la somme des dérivées partielles de chacune des composantes du champ vectoriel. Faites attention, hein, la divergence apparaît ici un peu comme l'équivalent scalaire du gradient. Je ne sais pas quelle méthode mémotechnique vous allez utiliser, mais il faut connaître en coordonnées cartésiennes cette expression par cœur. Vous avez les expressions en coordonnées cylindriques et sphériques qui ne sont pas à connaître par cœur, mais vous devez savoir les utiliser. Et alors, il y a un troisième opérateur
qui figure également dans les équations de Maxwell, c'est l'opérateur rotationnel. Et donc, de même, je commence par une définition propre mathématique. On considère une surface élémentaire ds et un champ vectoriel A. L'orientation de cette surface doit être cohérente avec le choix d'orientation du contour, avec la règle de la main droite. On note delta C, la circulation de A le long d'un contour élémentaire fermé, délimité par ds. Et on définit le rotationnel au point M et au temps t, rotationnel de A par l'expression delta C égale rotationnel de A scalaire ds. Et là, vous voyez que du coup, d'un point de vue mathématique, le rotationnel ou l'opérateur rotationnel apparaît comme la circulation de A par unité de surface. Alors, bon, je pense que c'est un peu difficile à interpréter physiquement. Notez quand même que c'est un vecteur. Alors, justement, pour essayer de faire le lien avec quelque chose de physique, il y a le théorème de Stokes qui fait le lien entre cette circulation surfacique et une circulation le long d'un contour qui est par contre beaucoup plus intuitif, comme on disait auparavant. Par contre, c'est une circulation sur un contour fermé, le contour qui en fait délimite la surface macroscopique dont on parlait juste auparavant. Donc, le théorème de Stokes, qui en fait s'obtient en intégrant la relation précédente sur une surface macroscopique orientée, quelconque s'appuyant sur un contour gamma, qui est orienté conjointement à l'orientation de S, se démontre par analyse vectorielle et s'écrit comme dans l'encadré ici. Et là, par contre, c'est tout de suite plus intuitif. Une surface élémentaire, mais du coup une surface macroscopique, délimitée par un contour gamma. Il y a un champ de vecteurs qui traverse cette surface. Et en particulier, A est défini au bord de cette surface, et donc tout autour de la surface, le long du contour. Donc. Et le théorème de Stokes fait le lien avec une intégrale double sur la surface du rotationnel de A scalaire ds, avec une intégrale seulement le tour de cette surface, c'est-à-dire sur le contour gamma orienté. Et c'est simplement la circulation en fait. C'est la circulation de A sur gamma. Et vous avez donc l'expression de rotationnel en coordonnées cartésiennes à connaître par cœur. Rotationnel de A et en coordonnées cylindriques et en coordonnées sphériques. Alors justement, c'est sûr, parce que souvent le rotationnel pose un peu plus de problèmes en termes d'interprétation physique. C'est là-dessus que je voudrais juste parler d'un exemple où le rotationnel apparaît plus intuitif. C'est en mécanique, ou même en mécanique des fluides en fait. Si on parle
si on introduit un cylindre vu de haut, je dessine, alors, je vais réessayer, je dessine un cercle. Dans ce cercle, il y a un champ de vitesse défini comme ci. Donc en fait, dans ce champ de vitesse, en fait, c'est le même champ de vitesse que si j'avais pris un solide tourné, une assiette qui tourne. En tout point, le vecteur vitesse s'écrit R oméga Uθ avec oméga égale constante. Alors, Uθ, en fait, il y a un vecteur, le vecteur radial, orthoradial, et UZ, un vecteur axial vers le haut. Avec la définition de rotationnel en coordonnées cylindriques ici, je suis capable de calculer le rotationnel de ce champ vectoriel. Donc la vitesse, c'est une constante en fait, suivant Uθ. Donc il n'y a aucune coordonnée selon Z ou suivant UR, simplement une coordonnée suivant Uθ et qui est constante. Donc vous pouvez remplacer, hein, si vous voulez faire à la maison, si vous n'êtes pas sûr. Mais assez rapidement, on voit que la seule composante du rotationnel qui va être non nulle, ça va être une composante suivant UZ, et ça va être la dérivée de R carré, ou si vous voulez R V sur dr, et donc 1 sur R, la dérivée partielle de R carré oméga UZ, c'est-à-dire 2 oméga UZ. Donc, comparer ces deux expressions, rotationnelle de V, c'est 2 oméga UZ. Donc, une vitesse oméga, c'est une vitesse angulaire. Le rotationnel de V apparaît comme la vitesse angulaire. Et donc, oméga, ça va être le caractère tourbillonnaire de ce fluide en rotation. Donc, en fait, est-ce que le tourbillon tourne vite? Imaginez une tournade, si vous voulez. Est-ce que l'effet tourbillonnaire est marqué ou non? Si oméga est nul, évidemment, rotationnel de V est nul. On n'a pas d'effet tourbillonnaire. Lorsque oméga est grand, on va voir rotationnel de V grand. Un effet tourbillonnaire important. Donc c'est là, en coordonnées cylindriques, où on peut avoir une petite intuition physique, une interprétation physique sur l'opérateur rotationnel. C'est le caractère tourbillonnaire du champ vectoriel auquel il est appliqué. Donc sphérique, voilà, vous avez l'expression qui est encore plus compliquée. Le dernier opérateur dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est l'opérateur laplacien. Alors l'opérateur laplacien est défini par l'expression
Laplacien de V égale divergence de gradient de V. V est un champ scalaire. Et donc, puisque c'est la divergence de quelque chose, c'est un scalaire. Vous voyez que gradient, c'est une dérivée première, divergence aussi, mais on applique la divergence au gradient. Donc, quelque part, c'est un peu une dérivée seconde sur les coordonnées spatiales. Et en effet, lorsque vous calculez, et vous pouvez le faire pour vous entraîner, vous prenez les expressions de gradient et de divergence qui sont définies plus haut, et vous pouvez obtenir les expressions de Laplacien dans les différents systèmes de coordonnées. Vous avez des opérateurs dérivés partiels secondes. Donc en coordonnées cartésiennes, en coordonnées cylindriques et en coordonnées sphériques. Il y a également l'opérateur laplacien vectoriel qui est défini du coup par l'expression laplacien vectoriel de A est égal à gradient de divergence de A moins rotationnel de A. Cette fois-ci, c'est donc un vecteur. Il arrivera de mettre la flèche sur le delta, donc l'opérateur laplacien. L'aspect vectoriel de l'opérateur n'est pas ambigu, vu qu'il est appliqué à un champ de vecteurs. En effet, lorsque vous avez un Laplacien appliqué à un vecteur, c'est forcément un Laplacien vectoriel, parce que vous ne pouvez pas prendre le gradient. Enfin, la définition d'un Laplacien scalaire ne va pas. Le Laplacien scalaire s'applique forcément à un scalaire. Le Laplacien vectoriel s'applique forcément à un vecteur. Et en fait, c'est cohérent avec la définition de Laplacien scalaire, puisqu'en coordonnées cartésiennes, cet opérateur revient à appliquer le Laplacien scalaire sur chaque composante du vecteur A. Et on pourrait trouver les expressions dans les différents systèmes de coordonnées au besoin, mais là je ne les écris pas, ce serait trop long. Je termine ces rappels mathématiques en donnant quelques relations utiles d'opérateurs, utiles pour l'électromagnétisme entre autres. Et ces relations ne sont pas à connaître par cœur, mais sont utiles. Si jamais vous en aviez besoin dans un exercice, elles seraient rappelées. Donc le gradient d'un produit de deux champs scalaires, c'est V grade U plus U grade V, etc. Je ne vais pas tous les dire, mais il y a, vous sentez peut-être, quelques propriétés c'est des dérivés en fait, donc à chaque fois c'est des combinaisons, enfin c'est des dérivés de produits, et donc vous avez des formules qui ressemblent un peu aux dérivés de scalaires. Et en particulier, il y a des combinaisons d'opérateurs nuls en tout point, ce qui est souvent exploité en électromagnétisme. En fait, on l'a déjà fait. C'est que pour tout champ vectoriel A, n'importe lequel, l'analyse vectorielle permet de démontrer que la divergence du rotationnel de ce vecteur est nulle. Et on exploite cette relation pour dire que si un champ vectoriel B a une divergence nulle en tout point, alors il existe un champ vectoriel A tel que B égale rotationnel de A. C'est cette observation-là qui mène à la définition en fait de potentiel vecteur. Dans Maxwell flux, la divergence de B est nulle pour tout champ magnétique. C'est pour ça que l'on définit le potentiel
vecteur A tel que B égale rotationnel de A. Et également pour tout champ scalaire V, l'analyse vectorielle permet de démontrer que le rotationnel de gradient de V est nul. Et ceci pour tout champ scalaire V. Donc, cette relation est exploitée pour dire que si un champ vectoriel A a un rotationnel nul en tout point, alors il existe un champ scalaire V tel que A égale gradient de V. Au régime stationnaire, l'équation de Maxwell-Faraday s'écrit rotationnel de E égale 0. Normalement, il y aurait moins d rond B sur d rond T, mais ça vaut 0 en régime stationnaire. Et ça permet d'introduire le potentiel électrostatique V tel que E égale moins gradient de V. Alors pourquoi il y a moins? D'un point de vue mathématique, il n'y a pas de signification, c'est surtout le fait que E puisse s'écrire comme un gradient d'un scalaire. Le signe moins vient d'une habitude un peu en physique qui est d'orienter d'avoir les choses qui vont vers les bas potentiels. En mécanique, une bille en haut d'une colline va finir par tomber dans la vallée. Là, en électromagnétisme, on introduit le signe moins pour que le champ électrique soit orienté vers les faibles potentiels, puisque je rappelle que dans les propriétés de gradient, on en a parlé, les gradients, c'est orienté vers les fortes valeurs. Et donc ceci clôture les rappels mathématiques que je voulais faire. Donc c'est vraiment ici, je voulais faire un document que vous devez garder précieusement si jamais vous avez des doutes sur les opérateurs, sur les définitions de circulation, de flux. Et je vous ai donné quelques relations utiles pour l'électromagnétisme. Vous ne devez pas être bloqué par les outils mathématiques que l'on va utiliser en électromagnétisme. En fait, on va s'en servir pour obtenir un maximum de physique.